Le nouveau modèle de ChatGPT, GPT-5 est enfin disponible et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il sait faire et ses limites à travers 4 scénarios et restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier scénario, ça sera la création d'un jeu vidéo et ce qui sera intéressant, c'est que je vais le générer avec l'ancien modèle GPT-4o et le nouveau modèle GPT-5 et vous allez voir que la différence est bluffante. Et pour finir, mon avis sincère et honnête sur ce nouveau modèle, moi c'est Ugur. Je suis ingénieur et docteur en intelligence artificielle et à travers cette chaîne, mon objectif c'est de rendre l'IA simple, utile et accessible à tous. Allez, c'est parti. Bien, qu'est-ce que nous dit ChatGPT par rapport à ce nouveau modèle? Donc, ils disent que c'est le modèle le plus intelligent, le plus rapide et le plus utile à ce jour, qu'il excelle dans le domaine du codage, que c'est un partenaire d'écriture expressive. Donc effectivement, là, on va le voir dans nos différents scénarios et on va tester un peu tout ça. Des réponses plus utiles en matière de santé, plus sûres, plus précis. Bref, on va voir si ChatGPT 5 répond à toutes ces promesses. Et sans plus tarder, on va se rendre dans l'IHM de ChatGPT. Nous voilà dans la nouvelle interface de ChatGPT 5, donc pas grand changement, hein, c'est un peu plus coloré. On va retrouver les différentes fonctionnalités possibles avec l'interconnexion à d'autres applications pour pouvoir automatiser certaines tâches. Gros changement, c'est ici. Donc on peut. Donc avant, on avait effectivement énormément de modèles, on savait plus trop comment choisir le bon par rapport à ce qu'on voulait faire. Là, c'est simple, on a GPT-5, le modèle phare, et GPT-5 Thinking pour obtenir des réponses approfondies. Pour les personnes qui ont la version pro, le modèle d'IA de niveau recherche. On peut aussi afficher les anciens modèles. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres et cocher cette case, donc afficher les anciens modèles. Et là, vous verrez qu'on aura les anciens modèles qui seront disponibles. Pareil, GPT-5 intègre également la possibilité de l'intégrer à travers 4 personnages. Donc là, pour ce faire, on personnalise ChatGPT et on lui dit les personnalités qu'il doit adopter. Donc, soit par défaut, joyeux et flexible, cynique, critique et sarcastique, robot efficace et direct, attentif, attentionné et compréhensif et passionné, donc curieux et enthousiaste. Juste pour représenter cela, petit prompt qui va demander d'expliquer la théorie de la relativité à un enfant de 5 ans et on lui demande de répondre successivement en adoptant chacune de ces personnalités intégrées, cynique, robot, listener, donc c'est la personne qui est à l'écoute, et nerd, le passionné ou le geek, avec un format pour chaque réponse, avec le nom de la personnalité en titre clair et le suivi du texte. Et on voit que ici, GPT-5 répond très vite. Donc c'est quelque chose qu'on va revoir, hein. C'est un modèle qui est très rapide, donc beaucoup plus profond, beaucoup plus rapide. Donc voilà, on a nos réponses avec les 4 différents profils. Où là, on a la personne qui va dire, bon, tu veux savoir la relativité, c'est juste l'idée que le temps et l'espace sont comme une pâte à modeler. La partie robot qui va être très robotisée, quoi, instruction expliquée, données 2 points, le temps et l'espace ne sont pas fixes, la vitesse et la masse modifient leur forme. L'exemple, un train très rapide fera que le temps à l'intérieur passe un peu plus lentement que dehors. Conclusion, temps plus espace égale tissu flexible. Bref, la personne à l'écoute et le nerd qui, lui, va prendre des données un peu plus mathématiques, datées, scientifiques pour expliquer un concept. Sans plus tarder, on va aller sur le premier scénario pour tester la créativité du modèle GPT-5. Pour ce scénario-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'à gauche, on a GPT-4o et à droite GPT-5. L'idée, c'est de tester la différence entre les deux sur un prompt assez simple qui va demander de raconter une histoire courte, originale, en 3 paragraphes, avec le contexte, le héros, un livreur de pizza qui découvre qu'il peut voyager dans le temps. L'histoire doit commencer directement par une action surprenante, inclure au moins un rebondissement inattendu. La fin doit contenir une morale subtile et positive. Le ton doit être fluide, visuel et immersif, comme dans un bon court métrage. Désolé. Et là, avec la structure. Et voilà. Donc, on va tester les 2 modèles. Ici, à gauche, GPT-4o et à droite, GPT-5. On lance 4o et on lance GPT-5. Donc, on voit quand même que c'est assez rapide pour les deux. Ce qui est notoire, c'est qu'avec GPT-5, on commence un peu à oublier qu'il y a une IA derrière. C'est moins robotisé, c'est beaucoup plus fluide. Et on commence avec GPT-4 à un peu sentir qu'il y a une IA. On cherche beaucoup plus l'effet waouh. Donc vraiment,
Ça peut ne pas être notoire, mais quand vous regardez un peu en profondeur, vous voyez quand même que, voilà, si on prend par exemple les premières phrases de GPT-4o qui va dire: «La roue avant de son scooter explosa sur un hérisson en roller, projetant Rémi, casque Star Wars sur la tête, boîte de pizza au poignet, directement dans une poubelle verte». Et là, avec GPT-5, on a la pizza encore brûlante dans une main. Léo sauta par-dessus une flaque, glissa et atterrit dans une ruelle des années 80. Les néons roses clignotaient, les voitures sentaient l'essence et un type en perfecto lui lança: «Hey mec, t'es perdu?» Donc on voit que, il y a un côté beaucoup plus humain. On va s'en rendre compte dans les autres scénarios que, GPT-5 commence vraiment à nous générer des choses très importantes, très intéressantes, sans pour autant lui donner des prompts énormes, sans lui, expliquer, même si le prompt engineering reste toujours très important, je tiens à le souligner, mais on a quand même, une IA beaucoup plus autonome qui sait ce qu'elle a à faire et ce qu'on attend d'elle. Scénario 2, donc là, on passe aux choses sérieuses. Donc, on revient et on oublie pour l'instant GPT-4o et on revient sur GPT-5. Et là, on va lui demander donc qu'il est un consultant stratégique senior spécialisé dans le commerce de détail et l'e-commerce. Donc, analyse la situation suivante. Donc, le secteur, la mode au détail. Problème, baisse des ventes de 15% sur les 2 derniers trimestres. Concurrence, forte activité promotionnelle de 3 concurrents directs. Données disponibles, vente par saison, taux de retour, marge, satisfaction client, objectif, retrouver plus de 20% de croissance annuelle tout en améliorant la marge. Donc la tâche à réaliser, analyse claire de la situation actuelle, identification des 3 causes principales de la baisse des ventes, proposition d'une stratégie en 5 actions, bref. Et on lui propose aussi de nous proposer des indicateurs de suivi pour mesurer les résultats. Allez, sans plus tarder, on lance ça. On voit que c'est très, très, très rapide. Franchement, c'est impressionnant. Donc, on a tout de suite une analyse SWOT avec les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. On a les 3 causes principales selon lui de la baisse des ventes avec perte de compétitivité, prix promotion, manque d'attractivité du mix produit sur les saisons récentes et faible différenciation de l'expérience client et une stratégie en 5 actions prioritaires, donc reprendre les parts de marché rapidement, améliorer le mix de produits et rotation, augmenter la fréquence et le panier moyen en ligne, fidéliser la clientèle, valoriser l'expérience client, omnicanal avec les indicateurs selon lui à suivre et qui sont importants, c'est vente et marge, donc avec le CA global, marge brute, CA e-commerce versus retail, performance produit, client, fidélisation, efficacité des promotions, opérations, bref. Ils viennent quand même de sortir quelque chose de très intéressant avec un tableau, avec les actions concrètes à faire, l'impact attendu, l'horizon et la roadmap effectivement de cette stratégie-là. C'est vraiment très impressionnant. Donc là, on va lui demander autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de générer des slides pour présenter cette analyse, donc avec une partie, une synthèse écrite, des tableaux stratégiques avec les 5 actions, un plan complet de représentation de PowerPoint en 8 à 10 slides, avec pour chaque slide un titre, lista plus indicateur, une partie 4 avec 3 phases percutantes, avec des contraintes, langage professionnel, clair et persuasif, orienté résultat et concret, ne pas dépasser 150 mots par slide dans la proposition. Pour ce faire, on va mettre le mode agent pour le tester un peu. Et si vous voulez effectivement des vidéos sur les différentes fonctionnalités de ChatGPT, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de réaliser ces vidéos. On lance le mode agent. Donc le mode agent, c'est il va avoir un petit voilà, il va configurer configuration de son moniteur, donc il va de son ordinateur, désolé, il va créer un ordinateur virtuel tel un simulateur et il va automatiser cette tâche-là. Je lui ai demandé d'aller chercher des images, donc il va aller chercher des images sur le web. Il va également créer des graphiques. Donc là, l'objectif, c'est voir aussi la puissance de ce modèle-là en mode agent. Donc là, on le voit. Hein. Il va faire ses propres recherches sur le sujet. Il va aller rechercher des datas. Donc voilà, c'est impressionnant. À chaque fois que je vois ça, même si je l'ai testé des dizaines, voire des centaines de fois, je suis toujours impressionné. C'est dingue dans quel monde on vit. On a quand même la sortie de GPT. Enfin, l'IA est un domaine qui existe depuis bien longtemps, mais la démocratisation au grand public depuis la sortie en 2022 de ChatGPT, et là on est qu'en 2025, on arrive à voir ça. J'imagine même pas dans les années à venir ce qui va être produit avec les nouvelles infrastructures data center qui sont en production et les capacités de calcul qui commencent à monter de manière exponentielle. Très hâte et curieux de savoir ce que va ressembler l'IA et tout ce qui gravite autour dans les années à venir. Donc là, effectivement, il travaille. Ça va prendre un peu de temps parce que je lui ai demandé quand même de faire quelques analyses.
Donc on se retrouve juste après que c'est fini. Notre agent IA a terminé le travail, donc ça lui a pris quand même 18 minutes. Donc c'est plus ou moins long, ça va dépendre de la complexité de la tâche qu'on va lui demander. J'ai déjà réalisé ce type de demande, ça me prenait pas plus de 5 minutes. Bon, là, ça a pris plus de temps. Donc voilà le résultat avec les différents éléments de son analyse et de son plan stratégique. Donc le résultat, il est pas terrible, il est pas mal, mais effectivement, il y a d'autres outils IA qui permettent de faire ça de manière beaucoup plus ergonomique et intéressante. On voit que ChatGPT commence vraiment à être un outil tout en un qui fait relativement un bon boulot. Ce qui est intéressant avec le mode agent, c'est qu'on peut voir ici et reparcourir un peu tout ce que l'agent a fait, les recherches, la création des slides et tout ça, c'est vraiment très intéressant à voir. Donc on voit un peu le raisonnement qu'il y a derrière, la constitution des différents slides. Et là, on a pour la partie une synthèse. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est parti aller chercher des données sourcées pour appuyer davantage son argumentaire et apporter plus de crédibilité à son analyse. En partie 2, le tableau stratégique qu'on avait auparavant. En partie 3, un plan des slides de la présentation. Et en partie 4, des phrases percutantes pour l'introduction, pour encore des données sourcées, appuyer davantage cette analyse et apporter ces touches de crédibilité. Donc c'est quand même pas mal. On a quand même fait une analyse stratégique avec une vision stratégique et une roadmap plus une présentation en 20 minutes, chose qui nous prenait des heures auparavant. Là, l'objectif, c'est pas de copier-coller ce que l'IA nous a produit. Il faut toujours vérifier ce qui a été généré, apporter son expérience, sa vision, son vécu pour personnaliser davantage le discours, pour personnaliser davantage et singulariser effectivement le résultat et avoir cette approche collaborative avec elle et non pas uniquement tout lui déléguer et croire qu'elle va faire tout le travail à votre place. On n'en est pas encore là. Il faut vérifier et il faut apporter votre touche personnelle pour générer de la valeur. C'est très important. C'est parti pour le scénario 3. Et vous allez voir que là, on commence à monter d'un niveau. C'est vraiment très impressionnant. Donc, pour ce faire, on va aller chercher des données du site Kaggle. Donc, il y a d'autres sites, hein, pour aller sur l'INSEE pour aller récupérer des jeux de données. Donc là, on va aller récupérer un jeu de données sur une boutique. Donc, les données de vente d'une boutique de prêt-à-porter avec pas mal de données sur les différentes ventes, les retours clients, la saisonnalité, les types de produits, la marque, les prix, etc., etc. Donc, on voit ici un peu toutes les datas qu'on aura. On va donner ça à ChatGPT, on va lui demander de faire une analyse de la data et de générer un tableau de bord interactif. Et vous allez voir là, c'est aussi impressionnant. Donc, on se rend sur GPT-5, on lui donne le prompt. Donc là, c'est donc le contexte, c'est un expert en analyse de données et en développement de tableau de bord interactif en JavaScript. Donc, on veut qu'il travaille sur le dataset.csv joint. Donc, on va lui joindre le fichier en question qu'on a téléchargé, la tâche à réaliser. Il va analyser les données pour identifier les tendances principales, les anomalies, proposer cinq indicateurs clés pertinents pour ce contexte retail. Il va générer un code HTML complet, autonome et prêt à l'emploi qui utilise Plotly.js, qui est une bibliothèque en JavaScript pour vraiment créer des tableaux de bord et des graphiques interactifs directement depuis le navigateur et qui va inclure un graphique en barre, linéaire, camembert, etc., etc. Le code doit être entièrement commenté pour expliquer chaque section. Donc là, c'est très important dans cette approche de vibe coding où on collabore avec l'IA pour coder. Donc moi, en tant que j'ai développé pendant des années et avant, quand on avait des, 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 des besoins en codage, on allait sur les forums spécifiques pour trouver la solution. Et là, collaborer avec une IA pour générer du code, c'est vraiment, on passe à l'état vraiment supérieur. Et aujourd'hui, avec ce modèle-là, vous allez voir en code qui est très puissant, on a littéralement un profil senior à nos côtés pour nous accompagner. Donc avec des contraintes, des sorties attendues, bref. On va aller charger le fichier. On va lancer tout de suite la génération du prompt. Et là, on voit qu'il se met tout de suite en mode réflexion pour analyser vraiment la demande et voir ce qu'il a à faire. Donc, on peut vraiment ici cliquer pour voir ce qu'il fait. Voilà. Donc là, on voit qu'il a commencé à montrer les 10 premières lignes, donc un aperçu du dataset. Et là, il commence à travailler pour nous générer, donc dans un premier temps, analyser toutes ces données-là et pour nous générer un tableau de bord interactif. On se dit à tout de suite lorsque ceci est généré. Yes, donc on voit que
Le modèle fait le travail, donc il analyse les ventes quotidiennes, les ventes mensuelles, les ventes par catégorie, la saisonnalité par mois, la saisonnalité par saison, les anomalies détectées. Donc là, effectivement, il a fait une réflexion durant 1 minute. Il fait une analyse des tendances et des anomalies. Donc là, il commence à nous donner des résultats très intéressants sur les tendances principales avec une croissance nette soutenue sur la période. Donc, pente de tendance mensuelle, plus de 3891 unités monétaires par mois. On a les meilleures périodes mensuelles, les périodes les plus faibles, la saisonnalité mensuelle, donc avec le pic donc le mois d'août, et un creux pendant le mois de juin, les catégories dominantes, les anomalies détectées, les 5 indicateurs recommandés, donc avec le CA-net, les transactions, taux de retour, etc., etc., et le code HTML qui a été généré. Donc là, on va voir si c'est fini. Donc il est en train encore de générer. Non, c'est bon, il a terminé. Donc voilà, là, on va aller tout de suite mettre ce code-là dans un fichier HTML pour le générer et pour le lancer depuis le navigateur et voir tout de suite le résultat. Et voici le résultat obtenu. Franchement, c'est bluffant. Je suis toujours aussi étonné de voir le résultat qui vient d'être fait. Ça nous prenait des semaines de développement pour créer ça. Et là, on voit qu'en moins de 5 minutes, on a vraiment un tableau de bord qui va euh, mettre en avant les indicateurs clés et comprendre tout de suite les données qu'on a à traiter. Donc, on voit ici les différents indicateurs avec l'évolution du CA net, les ventes par catégorie représentées sous forme de barres, la répartition du CA net par catégorie en camembert. Donc là, si on regarde la catégorie qui a le plus performé, c'est euh, c'est celle-ci, donc avec 152 951 euros. Et donc, du coup, si on revient ici, on retrouve les 152 951 euros. C'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il fait de manière très rapide pour analyser les données. Après, derrière, on peut automatiser. Hein, on peut brancher ça à une base de données, mettre une automatisation qui va se déclencher à chaque mise à jour ou de manière cyclique et avoir des tableaux de bord mis à jour automatiquement. Ça peut vraiment avoir des cas d'usage vraiment très, très, très intéressants pour le business, pour le métier, pour l'analyse de données. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, je suis bluffé par le résultat. Et on va attaquer le dernier scénario, le scénario concernant le jeu vidéo. Et là, le résultat, par rapport à GPT-4, il est impressionnant. C'est parti pour le dernier scénario, donc la création d'un jeu vidéo. Le prompt, il est très simple. On va créer une application monopage dans un seul fichier HTML avec les exigences suivantes. Jeu de vol en défilement horizontal. Le joueur contrôle un dragon qui doit éviter les rochers et collecter des pièces. La barre d'espace permet de faire monter le dragon et la gravité le fait descendre. Bref, des scores basés sur la distance parcourue et les pièces collectées. On balance le prompt. Et là, ChatGPT, vous allez voir, se met tout de suite en mode réflexion. Voilà, il va tout de suite comprendre qu'il faut qu'il crée un jeu monopage HTML. La réflexion, elle a duré 8 secondes et là, il génère le code. Donc, une fois que le code va être généré, on va pouvoir exécuter celui-ci et voir à quoi il ressemble. Ça y est, le code a été généré, on va pouvoir l'exécuter et voir à quoi ressemble le jeu vidéo. Donc, on exécute le code et là, on a le jeu vidéo hein, avec les... Bon, le dragon, il ressemble pas trop à un dragon, mais avec les obstacles, les pièces, avec la touche espace. Donc, c'est vraiment pas mal, hein, c'est impressionnant. Bon, c'est loin d'être parfait. On voit la distance, les pièces récoltées et le score obtenu. J'ai généré le même prompt pour préparer cette vidéo. J'ai eu d'autres résultats que je vais vous présenter tout de suite. Vous allez voir que c'est très intéressant et je l'ai exécuté avec GPT-4 et là, la différence, elle est bluffante. Donc voilà, ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec les autres générations que j'ai pu faire. Donc là, c'est voilà un exemple, donc un peu plus agréable. Bon, le dragon, il ressemble un peu plus à un dragon, avec toujours le score, la distance et les pièces. On a ici aussi une autre fois que je l'ai itéré. Donc voilà, on voit vraiment un jeu vidéo très coloré, très agréable, euh, voilà, qui est une bonne base de travail. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et là, je vais vous montrer ce qui a été fait avec GPT-4. Voilà. Donc ici, c'est le même prompt, hein, le même prompt avec GPT-4. Donc on a quand même quelque chose qui ne respecte pas vraiment tout ce qu'on lui a dit.
On n'a pas vraiment un dragon. Bon, on voit que les balles à récupérer sont limite dans les obstacles. C'est pas très ergonomique, pas très intéressant. Donc là, on a GPT-4 et là, on a GPT-5. Voilà, en génération de code. Donc, il y a vraiment eu un bond en avant. Donc, on commence à avoir un modèle qui est vraiment très performant dans la génération de code, qui va être, je pense, de plus en plus utilisé par les personnes qui font du vibe coding et qui utilisent l'IA pour les aider et les assister dans la génération de code. Vraiment, c'est très, très, très bluffant. Je suis vraiment impressionné par ce que GPT-5 vient de faire et vient de créer, et j'imagine toujours pas à quoi va ressembler l'IA dans les années à venir. C'est vraiment impressionnant. Alors, mon avis sur GPT-5, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de personnes qui vont dire, bon, on pouvait déjà faire ça avant. C'est vrai, on pouvait déjà analyser des données, créer du texte, générer du code des applications. Mais voilà, on a quand même une différence avec ce qu'on vient de voir et les différents scénarios, avec un modèle qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable. C'est très important à voir. On a pu voir que l'outil allait très vite et avait beaucoup moins besoin d'un contexte très très large pour faire un bon travail. Donc selon moi, les évolutions clés, elles sont en 3 points concrets et chiffrés. Le premier, c'est moins d'hallucinations et une meilleure vérification interne. C'est-à-dire que GPT-5 Thinking, et c'est Sam Altman qui le dit, réduit jusqu'à 80% des erreurs factuelles par rapport à GPT-4 sur des tâches complexes. Donc en pratique, moins besoin de relire et corriger et gain de temps énorme. Même si, comme je vous l'avais dit, je vous conseille de toujours relire ce que l'IA vous génère et d'y apporter votre personnalité, votre vécu, votre expérience, bref, apporter votre singularité et générer de la valeur et collaborer pleinement avec elle. En deux, gestion du contexte beaucoup plus grand. Donc, on voit que GPT-5 peut intégrer des gros datasets, des rapports de 200 pages sans découpage préalable. Et là, forcément, le résultat, c'est une meilleure cohérence dans les analyses. GPT-4 perdait vite le fil. Donc, c'était un modèle souvent distrait et il fallait souvent lui remettre et le remettre sur les rails pour qu'il puisse ne pas le perdre et nous produire un résultat acceptable. Et la troisième dimension, c'est l'architecture unifiée forcément et le routage intelligent. GPT-5 choisit en temps réel s'il doit être avec le modèle rapide ou le modèle à raisonnement profond. Et là, effectivement, GPT-4, on était obligé souvent de le forcer, le raisonnement avec des prompts assez longs. Euh, donc GPT-5, c'est un outil pro-ready, c'est-à-dire qu'avant, c'était comme avoir un stagiaire génial mais distrait. Là, je reprends effectivement ce que Sam Altman a dit. Et selon lui, aujourd'hui, c'est comme avoir un collègue senior, voire un PhD sur des domaines spécifiques qui est plus rapide, plus fiable et capable de travailler sur de gros projets de bout en bout sans qu'on ait surveillé chaque ligne. C'est vrai qu'il est beaucoup plus autonome, il sait ce qu'il a à faire. Donc mon sentiment, c'est qu'on a plus trop l'impression de discuter avec une IA. C'est-à-dire que les réponses sont beaucoup moins robotisées. On commence à avoir cette transparence-là lorsqu'on collabore avec l'outil. Donc, ça commence à devenir aussi un outil tout en un qui sait faire pas mal de choses et qui les fait bien. Et on est loin d'être encore surpris par ses futures capacités, ses futures fonctionnalités. Est-ce que c'est la fin du prompt engineering? Selon moi, non. C'est une compétence clé qu'il faut toujours avoir. C'est vrai que peut-être plus besoin de faire des gros prompts avec toujours tuer un expert, ceci, cela, même si vous pouvez le faire, hein. Mais on voit que GPT-5 a moins besoin d'avoir des prompts qui font 4 pages, même si c'est important et c'est une compétence clé, surtout dans le mode thinking où là, plus vous lui donnez du contexte et des informations, plus il sera performant. Lorsque vous l'utilisez en API, plus vous lui mettez des bons prompts, plus il va consommer moins et forcément coûtera moins cher et sera plus performant. Donc, c'est une compétence clé à avoir. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné. Si c'est pas fait, abonnez-vous, lâchez un commentaire, dites-moi s'il y a des outils ou d'autres dimensions de l'IA que vous voulez que j'éclaircisse, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à très vite. Ciao.